Et bienvenue dans ce nouveau épisode de Crypto Express. On espère que vous allez tous bien. On voit aujourd'hui Bitcoin qui arrive sur des supports assez importants, assez décisifs. Et aussi, on a des nouvelles assez importantes avec par exemple Morgan Stanley qui dépose des dossiers pour des ETF pour Bitcoin et Solana. Donc, on va voir ça. Quelle est la réaction sur le marché aujourd'hui avec notre trader Kev? Comment vas-tu, toi, Kev? Bah, ça va, toujours un peu malade, mais ça va, je survis. Et toi? Ouais, mais écoute, ta voix pardon, a l'air d'aller mieux. Donc, Ouais, légèrement. on espère que ça ira mieux pour les prochains jours. Eh bien, écoutez, on va pouvoir, je pense, commencer assez vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Saga Trading pour ne rater aucun live. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, rejoindre notre communauté Discord pour accéder à l'entièreté de notre formation. Et puis, je pense que c'est un moment assez important pour pouvoir se former avant de pouvoir profiter des mouvements qu'on risque d'avoir dans les prochaines semaines à venir. Voilà. Voilà, Un c'est grand la merci la à tout bonne le monde. résolution la bonne résolution de début d'année, quoi. De se former et de plus, se faire massacrer sur les marchés et de prendre une position professionnelle pour gagner de l'argent. Eh ben, j'aurais pas dit mieux. Allez, on va pouvoir commencer tout de suite. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, profitez-en pour ceux qui sont en direct de nous les poser en live et on y répondra. Merci. Allez, c'est parti, partage d'écran, on y va. Donc là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bitcoin, quasi moins 2, Ethereum moins 3, légèrement plus volatile, normal. Solana qui suit, moins 2,5. XRP quasiment moins 4. BNB plus ou moins neutralisé, pareil, moins 1. On va aller plonger tout de suite, dans Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une montée, un rallye, assez conséquent, mais non organique. C'était purement de la chasse au stop, même si on a eu de l'accumulation avant-hier, dans les ETF. Hier sur Bitcoin, on a eu un moins 250 millions. Ils en ont profité en fait, pour nous poser un top pile sur le 50 de retracement. Toujours pareil, n'hésitez pas, à comprendre mieux les Fibos pour les utiliser. On a 3 vidéos formation dans la section formation sur les Fibonacci et c'est primordial de bien comprendre ces outils pour les utiliser afin de perfectionner, tes entrées et tes sorties et de comprendre aussi, où sont les zones de résistance. Mais bien sûr, Fibonacci suffira pas. C'est pour ça qu'on est en train de faire un par un tout plein d'indicateurs pour justement, que vous soyez mieux équipés sur les marchés et ne soyez plus des victimes, mais des gagnants. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Troisième fois qu'on vient sur le 50 de retracement de Fibonacci, la zone d'hésitation, gros rejet. C'est dommage que hier on avait quand même une belle mèche dessous, donc il y avait une pression, bullish qui s'est mis, mais là, au moins, on s'est pris un Gandalf, enfin une position, neutre en market making 3 jours et en résistance journalière et on retourne sur une zone mensuelle, de support. Donc en fait, c'est ce point pivot, des 91. Si on arrive à tenir ce point pivot des 91 en journalier, on pourrait faire un pattern cup and handle, donc en fait la tasse à café, hein, c'est-à-dire revenir une 4e fois, taper les 94-95. Si on revient dans les jours qui viennent, pas le week-end bien sûr, hein, il ne faut pas que ça arrive le week-end, taper à la porte des 94-95, on a une bonne probabilité de passer et de pouvoir aller chercher enfin cette zone des 96-97, les plus grosses résistances qu'on a au-dessus de la tête. Et l'objectif, en venant chercher les 97, ça va être de faire un rejet et de tenir derrière les 94. En revanche, si on n'arrive pas à revenir taper sur les 94-95 dans les jours qui arrivent, on va tout simplement redescendre, chercher les 88-87 et retaper dans ce ratio sacré 3 jours de trend Fibonacci. Et en plus, ça permettrait de liquider tous les traders du week-end. Donc là, on a quand même une majorité engagée longue. On a vu dans l'analyse que je vous ai postée à midi que clairement, la continuation haussière, c'était du 55 de probabilité et qu'on devait avoir un rejet, trop de long engagé. Ça n'a pas raté. On fait un nettoyage aujourd'hui. On n'est même pas allé chercher cette target. Autant hier, Ethereum, lui, allait chercher certaines targets importantes. Bitcoin a vraiment lutté sur cette zone d'hésitation. Et c'est bullish sans être trop bullish. Ce qui est bullish, c'est qu'on voit des plus hauts creux, clairement, avec une compression. Donc en fait, on est en train de faire un seismic charge compressé sur la zone d'hésitation pour essayer de faire poser un vrai bottom et en fait repartir proche de 100 000. Mais ces rejets constants, on ne veut pas que ça arrive trop. Une 4e fois, mais pas une 5e fois. Si on rejette une 4e et une 5e fois, on va venir chercher les lows et annuler en fait cette position de bottom et venir poser un bottom plus bas dans la zone des 70, 60, 80. Donc, c'est quand même une phase assez décisive, d'où le titre d'aujourd'hui, où il faut absolument garder
le 382, garder les 90, éviter de retourner tout de suite dans les 87 et venir charger sur les 95. Sinon, on va avoir besoin de plus de semaines pour pouvoir sortir la tête de l'eau par rapport à cette zone. On va regarder avec des indicateurs différents, donc hors FIBO. Qu'est-ce qu'on voit là sur le price action, donc l'action du prix? On avait fait une belle rentrée de Ishimoku en week-end. Ça n'a pas raté. On a eu un joli lundi boule, comme les statistiques de la conférence nous l'avaient annoncé dimanche soir. Et on est en train de poser un top avec un inversement de trend et un déséquilibre dans le volume acheteur. Et en plus, une résistance. On lutte sur une résistance mensuelle et sur le plat de nuage Ishimoku. Donc là, on a une petite planète, des planètes alignées, un alignement de planètes, comme j'aime bien dire, qui nécessite justement cette réintégration de Bollinger. Et maintenant, est-ce que la règle de Bollinger va être respectée? 80% de chances que ça soit le cas, d'avoir une zone d'hésitation autour des 90, pardon, et pourquoi pas des mèches dans les 87. Et clairement, on veut des mèches journalières dans les 87 pour venir nettoyer les traders du week-end et se dire que le mouvement qui n'était pas très très sain devient un mouvement sain pour pouvoir justement aller attaquer proche des 100 000. On voit bien que dans le volume, on est sur une désaccélération dans le volume vendeur en dessous de notre signal. Voilà, pour bien le voir. En dessous de notre signal ici, automatiquement, c'est preuve qu'on n'est plus tellement dans un marché baissier. Parce que dans un marché baissier, quand tu as des jours rouges, tu as une accélération dans le volume vendeur, comme tu peux voir ici. Et là, pour l'instant, on a 2 jours rouges. OK, il n'est pas fini cette journée. On va voir comment ça se continue dans la semaine. Mais on n'a pas une accélération, on a une décélération dans le volume. Donc, en fait, on a une divergence bullish. Et ça te prouve que les institutions veulent tenir certaines zones et sont en train de se créer une moyenne. On voit là sur notre écran, je peux voir en direct que pour l'instant, on a des ETF positifs pour Bitcoin. Donc, ça accumule. En delta négatif, comme on dit, c'est à la descente, hein, c'est pas de la folie, mais on est sur du plus 70 millions pour l'instant en début de session. On voit bien ce qu'on avait parlé ces jours-ci, l'OBV qui était un piège, on l'avait vu lundi. On n'avait pas eu une autre signal Saga Trading, automatiquement piège flagrant. Le RSI qui manquait de force et on voit le rejet et le croisement EMA qui est en train de se faire aujourd'hui. Attention, ça va donner une zone de repli et ça va donner de la force en fait au bear avec bien sûr des bons supports dans les 88-87, hein, toujours. Allez, on regarde. Excusez-moi. Oh la misère. Allez, on regarde dans les ETF. Qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, hein, un moins 243 millions hier. Et là, pour l'instant, on est sur une semaine légèrement bullish à 454 millions et on veut que ça continue comme ça. Voudrait une semaine à plus de 500 millions. On veut voir une réaccélération dans les entrées. On va regarder ce que les clients de BlackRock, en gros l'élite de l'élite de la finance, nous a fait. Eux, ils sont toujours bulles. Hier, malgré la chute, ils ont quand même accumulé, attends, le 6, 7, c'est ça, le 6, eux, ils ont rentré 228 millions. Donc c'est quand même pertinent de se rendre compte que les clients de BlackRock étaient super bulles. C'est Fidelity qui a lâché 300 millions. Les clients de Fidelity qui ont lâché 300 millions, qui ont fait en fait en sorte qu'avec Grayscale, qu'on ait des ETF négatifs. Mais les clients de BlackRock se sont remis à accumuler. Vous voyez, 143 millions, moins 100 millions, et après 287 millions, 372 millions, 228 millions. On est dans une phase de 100-300 millions d'accumulation. Et c'est ce qu'on veut voir des clients de BlackRock. Et on veut que ça continue même sur les ETF négatifs. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir qui distribue. Si c'est EBIT, si c'est les clients de BlackRock qui distribuent, c'est pas bon signe. Meilleur fonds d'investissement au monde, meilleure performance au monde, meilleure gestion, le plus gros fonds au monde, c'est eux qu'on veut voir accumuler en principal. Et c'est eux qui ont le plus de Bitcoin. Ils détiennent 60% plus des Bitcoins dans les ETF. Donc c'est ultra, ultra important de les voir en positif. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les clients de BlackRock sont en train d'acheter cette zone. Et ça, c'est une information très pertinente qui peut nous confirmer qu'on est en train de mettre un bottom. Allez, on regarde Ethereum. Ethereum, lui, qui n'a pas réussi à venir tester les 3430, 3450, on fait un rejet du ratio doré de vente de l'extension Fibonacci journalière que tu vois ici. Donc, en fait, la reprise, tout simplement. Et clairement, on voit exactement comme on avait analysé lundi et mardi, un rejet des 300 avec une phase baissière qui est une phase on va dire, bénéfique. Sachant que le moteur, pour l'instant, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin qui sert de liquidité et Ethereum, hélas, est beaucoup moins utilisé en interliquidité et plus en backup, donc en réserve.
moins d'accumulation dans les ETF, mais quand même, on peut noter qu'en revanche, hier, ETF positif, 114 millions. Et justement, on va aller voir les clients de BlackRock tout de suite. Pas ouf, tu vois. L'accumulation des clients de BlackRock, ils sont pas encore. Pardon, Grayscale, excuse-moi. C'est vrai que ça. Oh là là, je coupe mon micro, excusez-moi. Ah, il est pas tout à fait remis, hein, Kev, de sa maladie. En tout cas, ouais, j'en profite, hein, pour bien rappeler, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein. Faites pas les timides. Ah beh, tiens, justement, on en a une, merci Milos. Je vais la poser, à Kev une fois qu'il sera revenu. Je pense une fois qu'on aura fini pour Ethereum, on passera à ta question étant donné que c'est sur Bitcoin et puis après on enchaînera avec le reste, de la Voilà. conférence. Merci Spicy d'avoir pris le relais pour pas laisser tout le monde dans le silence. Ouais, c'est pas encore c'est pas encore ça. Et du coup, je rectifie ce que j'ai dit. On voit les clients de BlackRock en accumulation sur Ethereum, accélérante. Nous, on est passé de 47 millions à 102 millions, à 190 millions. On veut continuer au-dessus de 100 millions, même s'il y a de 300, retour à 200. C'est des accumulations journalières de 200 millions plus qu'on veut voir sur Ether, qui pourront nous confirmer purée, qu'on est en train de poser un bottom. Je suis désolé, hein, je sais que ça peut être un peu agaçant pour ceux qui écoute, hein, mais Et va je boire fais un mon. coup d'eau là, au pire des cas, si tu Ouais, veux. vas-y, je te laisse 30 secondes. Je reviens, il faut absolument que je fasse quelque chose. Sinon, je vais pas Ouais, arrêter. ouais. Bah, écoutez, moi, qu'est-ce que je peux dire en attendant? Je suis pas très inspiré. C'était pas prévu. En tout cas, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes quand même sur la tisane, Kev, il nous dit, Sodom. Ouais. Hop là, il y a Ouais. pas de problème de son, c'est juste qu'il y a personne qui parle, hein. Ouais, non, non, Hem, moi, j'étais pas inspiré, ouais, il y a pas de problème, pas de problème. Voilà, du coup, voilà, tu vois, chez Chaga Trading, même quand on est malade, on est là. Avec de la fièvre, avec tout, on est là. un Et petit du coup coup, de règle là et c'est bon, ça repart. ouais, j'en ai presque plus. Du coup, là, avec ce rejet, on est en train de travailler une zone hebdomadaire et une zone market making journalière, de support. Si on perd cette zone, des 3 150, on va venir se poser sur 3 100, 3 140, voire redescendre sous les 3 000 et venir chercher encore une fois, puiser dans cette liquidité où on a pu remarquer qu'à chaque fois qu'on vient chercher en fait la zone des 2007, 3 000, on a, une capitulation de la majorité qui se met en short, qui se met à vendre et du coup les institutions en profitent à chaque fois pour absorber. Là, clairement, qu'est-ce qu'on voit? Des plus hauts creux, mais pas encore des plus hauts sommets. Et ce qu'on voudrait voir sur Ether, tout simplement, c'est venir travailler cette zone forte pour pouvoir passer. Un peu comme en fait est en train de faire Bitcoin. Bitcoin, il a fait un impact, deux impacts, trois impacts, et il est peut-être parti pour un quatrième impact. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ne sois pas bearish, donc n'aie pas le sentiment de vendre si on est en train de faire une pression sur une résistance. Et pareil, une pression sur un support, en général, il va casser, on va avoir une déviation. Donc si on vient faire pression sur les 2008-2007, on aura une déviation qui nous emmènera vers les 2005-2004, puis une réintégration, grande probabilité, pour venir chercher en fait, coincer tous les vendeurs et repartir. Mais pour l'instant, on est dans une zone pertinente et tu vois, un petit coup dans les 3050 et on nettoie les traders du week-end. On n'en est pas loin, on est à 100 $ de mouvement. Et c'est vrai que ça serait bien que soit ce soir, soit demain, on ait ce petit mouvement qui nous ramène proche des 3000, voire des petites mèches dessous, pour venir nettoyer ce trader du week-end. Et ce qui est fait ne sera plus à faire et on pourra réattaquer et en fait poser un petit peu le même genre de pattern que sur Bitcoin, c'est-à-dire une tentative de cup and handle, qui probablement, vu la forme, aura besoin d'une troisième jambe pour attaquer plus haut. Après, on l'a déjà vu, hein, bien sûr, hein, c'est vrai que si on perd cette zone de support, hein, tout simplement, une clôture journalière sous les 2800 ou une percée sous les 2800, donc en pleine journée, on commence à couler sous les 2800, accroche-toi, ne mets pas en travers, on viendra chercher la zone des 2004-2005.
Et c'est là où, si on vient chercher cette zone, tu veux voir instantanément, dans les jours qui suivent, une réintégration. Et si on fait ça, c'est ultra, ultra bull. Tu peux te positionner parce que là, on va remonter et normalement, on va aller chercher les 3500. Ça serait le piège magnifique parce que là, on est en train de poser, autant sur Bitcoin que sur Ethereum, des jolis patterns pour pouvoir faire du retournement. Et c'est pour ça que je me méfie et je m'attends à ce petit piège baissier à un moment ou à l'autre. Surtout qu'on a une majorité qui est longue. On aurait une majorité short, on n'aurait pas besoin de ce piège baissier. On pourrait aller attaquer les 3400, 3500. Si vous voulez savoir tous les jours, entre 11h et 13h, je poste Bitcoin, Ethereum, des analyses où tu as le contexte technique, ce que font les market makers, ce que fait la majorité et les statistiques, les probabilités de qu'est-ce qui va se passer. Et on est plutôt pas mal, vu que c'est la probabilité, on est toujours sur du 70, 75, 60%, et on voit quand même que la précision de l'analyse se reproduit. C'est pas de la magie, c'est juste de la probabilité. Le métier d'investisseur et surtout de trader, c'est de se baser sur les probabilités. On n'a pas 100% de réussite, ça n'existe pas. Mais clairement, quand tu as plus de 70% de probabilité qu'il y a un mouvement, il faut le prendre. Allez, on regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On avait fait vendredi une belle sortie de Bollinger, une belle intégration du nuage Ishimoku qui donnait 70% de chance de venir chercher un par un les plats de nuages. Ça n'a pas raté. On a fait un week-end légèrement bullish. On a fait un lundi et un mardi très très bullish. Mais comme tu peux voir, tu vois, on est en rouge ici, avec d'un déséquilibre complet dans le volume acheteur. Et du coup, comme à chaque fois, ça te pose un top. Et là, on est venu poser un top juste en dessous de ce Gandalf des 3003. La 3003 est une grosse résistance pour l'instant pour Ether. Et la réintégration de Bollinger qu'on est en train de faire là en direct va nous faire une pression bearish sur plusieurs jours. Soit on arrive à tenir ici et on finit la semaine au-dessus des 3150, soit on perd les 3150 et on vient chercher la zone des 3050. On voit on avait un bel espoir ici, dommage que ce soit en week-end. Hein. Tu vois le volume qui a tenté vraiment de faire quelque chose lundi, mardi, mais tu vois le piège. Lundi, plus de volume que mardi, divergence bearish dans le volume, ça ne rate pas. On se prend une correction. Et en plus, double signal Saga Trading, on avait un signal bearish, c'est-à-dire qu'en fait, on avait le MACD qui faisait W dans W, qui te fait le croisement EMA, qui te dit, OK, il y a de la force, il y a de l'envie dans le volume acheteur, mais gavé de divergence bearish. Donc en fait, piège qui est corrélé en fait avec le volume qui te montrait que notre signal. D'ailleurs, cette semaine, on vous sort le Leverage Pro de Saga Trading pour savoir où sont les leviers en temps direct. Et la semaine prochaine et la semaine d'après, on va faire Saga Trading, l'indicateur Saga Trading volume avec le signal spécial et l'OBV derrière, parce que ces deux indicateurs vont ensemble avec le signal. Et c'est quand les planètes là s'alignent, tu as une accélération dans le volume, on repasse vert et tu as un signal vert, tu as la preuve que c'est pas un piège. Et là, tu peux t'engouffrer. Tu rentres tard, tu sors tôt, mais tu gagnes de l'argent. JP Morgan. JP Morgan 1715, c'est exactement ce qu'il te dit dans son livre. Je rentre toujours trop tard, je sors toujours trop tôt, mais je gagne de l'argent. C'est ce qui compte. Tu n'achèteras pas les bottoms, tu ne vendras pas les tops. Quand ça arrive, même en tant que professionnel, c'est un coup de chance. La plupart du temps, tu n'achèteras pas les bottoms, tu ne vendras pas les tops, mais l'objectif, c'est de prendre le mouvement et de ne pas se faire avoir. Et du coup, de ne pas faire comme la majorité, s'engouffrer un lundi dans un trade après un week-end bullish où tu as plein d'indicateurs qui te disent attention, ça sent le piège. Et tu le vois, le RSI qui sert à avoir la force relative du mouvement, clairement, il est en train de te faire un croisement EMA, il est en train de te faire un V-top et il a l'air de vouloir découdre vers le bas sans même arriver à aller chercher les 70. Donc ça te montre que le mouvement est encore très faiblard pour pouvoir se dire ok, on a un bottom et on peut partir chercher les 4000. La seule chose qui peut me faire mentir, en gros, ce que j'ai dit, hein, c'est d'un seul coup, les institutions se mettent à acheter 200, 300, 500 millions par jour. Et là, ça va tout annuler la version bearish et on va partir chercher les 3500 plus. Voilà pour Bitcoin et Ethereum. On regarde maintenant Sol. Bon, les ETF, pas de surprise. Hein. Accumulation dans les ETF, toujours. Hein, normal, c'est tout neuf. Et qu'est-ce qui c'est qui nous accumule le plus 1 500 000 Fidelity. Hein. Les clients de Fidelity, 7 millions, donc 7 fois plus que Grayscale. Nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est Fidelity, Vanguard, BlackRock, State Street, s'il y avait des ETF, il n'y a pas le cas encore,
Et bien sûr, là, Spacey qui nous parlait de Morgan Stanley. Morgan Stanley est une des plus grosses banques privées avec JP Morgan de Wall Street. Et clairement, s'ils font des ETF, c'est eux qu'on surveille. C'est pour ça qu'on surveille. Il faut surveiller les plus gros. C'est eux qui te donnent la tendance. Et pour l'instant, c'est plutôt pertinent. On voit les clients de Fidelity. Fidelity, c'est plus de 10 000 milliards d'actifs en gestion. Fidelity, ouais, c'est ça. Fidelity, ouais, c'est ça, Fidelity. Ouais. Qui sont en train d'accumuler. Bon, clairement, c'est pas des coups de 5, 2 millions, 7 millions qui vont t'envoyer seul en ATH. Ouais, ils mettent Mais des pièces rouges au fond de la fontaine, là. voilà, c'est ça. Mais du coup, bah, ils s'intéressent, comme ils en achètent un petit peu, et ils sont en train de se créer une moyenne, tout simplement. Et on le Et voit ici. Pardon, vas-y. les ETF XRP, pour le coup, sont un peu plus puissants, je trouve que, enfin, puissants. C'est C'est vrai qu'il y a ETF. entre Solana et Ethereum, quoi, on va dire. Alors attends, 2 petites Et, secondes. ETF, et j'oublie XRP. pas, Milos, on n'oublie pas ta question sur Bitcoin, C'est on la vrai que fera juste avant de passer alors attends, à la macro. 2 petites Tu les as, XRP. ouais, voilà. Voilà, le problème, c'est que sur XRP, on n'a pas de gros. Grayscale, consanguin crypto. Bitwise, consanguin crypto. Franklin, consanguin crypto. Canary, consanguin crypto. Quand je dis consanguin, en fait, c'est on est entre cousins. Là, nous, ce qu'on veut voir, c'est un BlackRock, c'est un Fidelity, c'est un JP Morgan, c'est un monstre de milliers de milliards de Wall Street, du marché traditionnel, qui met un ETF. Et là, on s'intéressera de très très près, nous, à XRP. Parce que peu importe le fondamental, il y en a qui diront il est bon pour XRP, il y en a qui diront il n'est pas bon. Pour Bitcoin, c'est pareil. Le fondamental, en général, sur ces cryptos, il est bon. Il y a du futur, il y a des choses à prendre, il y a des choses à changer, mais c'est des lignes de code qui peuvent être améliorées. Il ne faut pas tomber amoureux de ton investissement, il ne faut pas tomber amoureux d'un actif. C'est Wall Street, c'est BlackRock et leurs potes qui vont choisir les gagnants. Et s'ils veulent te mettre Dogecoin en ETF et qu'ils veulent que ce soit partie des gagnants, même si le truc ne servait à rien, par exemple, je ne m'avance pas plus que ça, eh ben, ça sera Dogecoin. Et c'est tout. Donc c'est ultra important de ne pas confondre les ETF en général et les ETF faits par l'élite financière. Ok, on reprend sur Sol. Sol, on va dire que la tentative de bottom sur Sol est beaucoup plus belle que sur Bitcoin ou encore mieux que sur Ether. Pourquoi? Parce que là, on avait un joli range d'accumulation dans un ratio doré 3 jours, que tu vois ici, qui commence là, à 155, et qui se termine ici, à 129. Avec des petites déviations de range et une grosse déviation de range ici, sur du 886, sur du ratio sacré journalier, sur du support hebdomadaire et 3 jours, avec une réintégration de range. Sache que quand tu as un range, une déviation, puis une réintégration qui a été confirmée ici, tu as 67% de probabilité de venir chercher les highs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on a transpercé le ratio doré. Tu vois, on avait lutté dimanche. Lundi, mardi, on a fait comme Ethereum, on a fait une percée du ratio doré de vente journalière sur cette chute. Donc, en fait, la remontée suite à cette chute. C'est ça l'extension du ratio sacré ici. Et sur un 1,618 de la traîne que tu as ici. Donc le renversement haussier, on était sur du baissier, renversement haussier vers le haut. Et là, c'est tout à fait normal de voir un rejet 886 et de voir une zone d'hésitation dans le 786. Si on avait percé directement au-dessus des 150, ça aurait été ultra boule et on serait venu chercher très 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 vite le ratio doré que tu as au-dessus ici, journalier, sur cette chute-là. Donc en fait, qui a posé le premier bottom ici. Maintenant, ce que tu veux voir, c'est qu'on tienne les 130. 133 dans l'idéal, pour éviter de venir chercher la zone d'hésitation. Donc on voudrait tenir les 133. Dans le mieux du cas, les 135. Si on arrive à poser une compression, donc de ce type-là, ici, si on arrive à poser une compression ici, on va pouvoir passer au niveau dessus. Et là, on va confirmer qu'on est en train de poser un vrai bottom pour venir attaquer des zones pertinentes un peu plus hautes. On va dire dans des axes de prix qui deviennent intéressants parce que là, on a un sacré grand alpha à 155. Et c'est ça qu'on veut voir, c'est que Sol réintègre les 155 pour te dire, OK, là, on a un bottom, on peut commencer vraiment à viser les 180, 200, voire même aller chercher un ATH. Maintenant, si on perd les 135 et les 133, on a une bonne probabilité de retourner encore une fois, taper dans cette liquidité, le bas de range, les 125. Qu'est-ce qu'on voit là? La moyenne théorique des ETF, donc des institutions qui accumulent les ETF, on est à 137. Donc en fait, on est dans leur moyenne. On a vu juste avant, ils sont toujours en mode accumulation, même si c'est light. On voit un volume acheteur qui réaccélère au-dessus du signal.
Maintenant, la petite correction après la montée, c'est totalement logique, hein. Les marchés ont toujours besoin de respirer parce qu'il y a toujours des traders engagés et il faut liquider. C'est rentable pour les market makers d'aller liquider les leviers. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Contrairement à Bitcoin ou à Ethereum, on voit une accélération du volume acheteur au-dessus du signal Saga Trading et on voit un OBV qui repasse vert avec un signal bullish. Donc ça te dit que la force de vouloir, la force acheteuse et la force bullish du mouvement est bonne et on devrait la voir tenir les 133 et repartir. C'est-à-dire faire un retest 382 journalier et repartir. Et divergence bullish dans le RSI depuis le bottom. Et le RSI, tu vois, qui est beaucoup moins bearish encore que sur Sol ou Ethereum. On n'a pas eu le croisement, même si c'est limite, la journée rouge est quand même faible. On l'a vu tout au début dans les stats, ici. On est Sol et par rapport à Ethereum est moins bearish aujourd'hui. Voilà pour Sol. Allez, on nous avait Cas, Sol, demandé. il est moins bearish, mais il est déjà bien descendu, hein. Bien sûr, il est descendu beaucoup plus. Hem, on t'avait demandé un token et puis après on regardera la question Ouais, de Milos et après on passe, assez, je pense assez succinctement sur la partie tradi, voilà. vu l'heure. On nous avait demandé d'analyser BGB. Donc là, on avait exactement ce que je vous parlais, une pression sur les supports et là, une déviation de range. Et là, qu'est-ce que tu vois en hebdomadaire sur BGB? Un ellipse pattern qui se forme. L'ellipse pattern qui se forme là va suivre d'une grosse bougie verte ou rouge pour te donner une direction. L'avantage, c'est que là, tu as une réintégration de Bollinger en hebdomadaire. Donc, tu as 80% de chances d'arriver à remonter. Donc, théoriquement, le, le- l'issue de Stellis Pattern qui est en train de se créer ici devrait être bullish et devrait venir chercher les 4 dollars. À surveiller. Après, BGB n'est pas un token de prédiction, c'est comme BNB, sauf que c'est le token de Bitgate. Donc attention, la max supply appartient à Bitgate. Ils font joujou avec, on l'avait pas mal tradé en 2024. Clairement, il y a des trades à prendre, mais attention, si Bitcoin ou Ethereum, enfin, ils sont, vu qu'ils sont corrélés, nous font une petite phase baissière comme on a pu voir dans le scénario bearish, attention à des tokens comme ça qui vont en profiter pour faire bam et venir chercher des supports annuels. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à sortir bullish de cette zone, on va venir chercher les 1,8. Voilà, pas grand-chose de plus à dire pour cette alt. Il y a une Super. question Et donc, avant qu'on passe ouais, la au. question alors, c'était sur Bitcoin. Milos te demandait si Bitcoin voulait sûrement combler son gap CME. Alors, il me semble que j'ai répondu à ça hier sur X, mais il n'y a pas de problème, on va le revoir. Alors, Apparemment, il y aurait deux gaps. Ankaria a commenté en disant qu'on serait dans le premier et qu'il y aurait un deuxième un peu plus bas, vers 89K. moi, j'ai pas de gap, les gars. Ça, c'est pas un gap. La mauvaise compréhension qui a été faite par les gaps, c'est que oui, clôture du marché, réouverture du marché, voilà, il y a un gap. Non. Parce que le marché, il faut compter la mèche. Le marché, pendant la session, est venu jusqu'ici. Donc, tu n'as pas de gap ici. Tu avais un gap de 40 dollars. Bon, voilà, il a été bouché, hein, c'est fait. Un gap de 40 dollars complètement euh, négligeable sur un actif quasiment à 6 chiffres. Là, moi, je vois pas de gap. 89 dollars. Il n'y a pas de gap, les gars. Un gap, ça se coûte en journalier. Hein. Un gap CME, c'est tout simplement, ça se crée parce que tu as la session de vendredi et derrière, vu qu'on est sur Bitcoin et c'est ouvert 24 sur 24, il fait sa vie pendant le week-end et boum, tu as la session qui arrive CME de lundi et vice-versa. Ça peut arriver en semaine aussi. Si Tu peux regarder en 4 heures apparemment. c'est pas pertinent en 4 heures. C'est pas pertinent en 4 heures parce que c'est pas la clôture. Un peu C'est plus pas bas, la là, t'en as un clôture. aussi, là. Ouais, c'est pas la clôture. C'est pas la clôture. Et tu en as pas de gap là, parce que c'est pas ta clôture de la Merde. session. Ça veut dire que dans ce mouvement, oui, là, tu as un gap sur ce mouvement-là, sur le CME, parce qu'il y a eu une impulsion dans le spot, mais tu ne peux pas le compter comme un gap à boucher, parce que c'est pas un gap intersession. C'est un gap à l'intérieur d'une session. Donc, c'est cela dont vous parlez. Et c'est ça, à vouloir regarder ça dans d'autres unités de temps que le journalier, donc voir les sessions, ça peut induire en erreur. Même si là, Ouais, pour le donc coup,
ça peut être pertinent, tu vois? Parce que, bah, tu te dis: «Ouais, on a commencé à venir le taper». C'est pas un gap ça, parce que c'est juste parce qu'en 4 heures, ça a créé un gap. Mais si tu te mets sur la session, journalière, tu n'as pas de gap ici. Donc pour résumer, donc les gaps, c'est en candélie, pas en 4 heures et encore moins en 1 heure, comme Milos tu Ah, disais. si, Voilà. tu peux excuse-moi, tu peux les voir en 1 heure. SP500, Nasdaq, on se sert des gaps en 1 heure, mais il faut que ça soit un gap de fin de session. Pas, je sais pas si j'ai été clair. Il faut pas que ça soit un gap d'intersession. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un gap de fin de session. Donc la session se termine le soir, voilà, hop, à, 22 heures et on réouvre à minuit. Et c'est là où tu trouves les gaps. Ça c'est pas un gap. On ferme à 22, pardon, si ça c'est un gap en 1 heure. Tu as, la fermeture à 22 heures, la réouverture. Mais sur Bitcoin, sur Ethereum, sur ces actifs qui ont un market cap microscopique par rapport au SP500 Nasdaq, aller chercher tous les gaps comme ça, tu vas te prendre la tête pour rien. Pourquoi je les note sur SP500 et Nasdaq en 1 heure? Parce que déjà, c'est sur les fins de session, c'est pertinent. Et là, tu as 75 000 milliards de market cap. Donc, c'est énorme. Donc là, ça joue en fait de vouloir venir taper dans la liquidité. Que sur Bitcoin, avec 2000 milliards de market cap, tu n'es pas forcément juteux de venir chercher cette zone. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair. On pourra le revoir. De toute façon, il y aura clairement une vidéo formation sur les gaps bien poussés et qu'on comprenne la différence. Pourquoi tu peux compter des gaps sur certaines actions en journalier et plutôt les chercher en 1 heure. Ça dépend du market cap, ça dépend aussi de l'open interest et de combien de milliards est en jeu, ou de milliers de milliards est en jeu en market cap sur cet actif. Et j'espère avoir répondu aux questions et pas vous avoir emmêlé les pinceaux. Un gap sur un actif basique, ça se regarde en journalier, intersession. C'est là où ça va être pertinent. Sur SP500, Nasdaq, sur des gros actifs, tu le regardes en 1 heure parce que c'est là où tu vas chercher et tu verras qu'il n'y aura jamais de gap à l'intérieur d'une session. Ça va toujours être intersession. Donc entre 2 sessions, tu vois, entre la session de vendredi et la session de lundi, c'est là où on a eu ce gap par exemple. Et pareil ici, entre la session de vendredi et l'autre session de lundi. Et c'est ces gaps les plus pertinents. Les gaps intersessions, comme tu peux voir, il n'y en a pas sur le Nasdaq. Ça n'existe pas sur le Nasdaq SP500 parce qu'il est tradé en continu. Et il est fermé quand le Nasdaq, c'est un marché, le SP500, pardon, est un marché tradi, il est fermé en même temps que le CEM, à quelque chose près. Donc il n'y a pas de mouvement spécial. C'est un marché qui est fermé le week-end. Que Bitcoin et Ethereum étant un marché 24 heures sur 24, tu vas créer en 1 heure beaucoup plus de gaps et en fait, tu vas t'embrouiller. Il va y avoir tellement de gaps que tu peux plus respecter la règle des gaps et tu vas avoir trop d'informations. Comme on dit toujours, hein, dans le marché crypto, il y a beaucoup trop d'informations. Il faut absolument nettoyer tout ça et aller au but. Et ça risque de t'induire en erreur et les gaps ne seront pas respectés comme sur l'SP500. Voilà. Allez, En le parlant de marché SP500. traditionnel, voilà, je te propose Ouais. qu'on conclue cette histoire de gap et qu'on passe au marché, aux analyses du marché tradi. Allez, on voit qu'on a fait un breakaway gap dès lundi, donc en la session de vendredi lundi. On est sur une phase haussière et on vient retester l'ATH en faisant un nouveau ATH aujourd'hui pour le SP500. Donc là, clairement, le marché américain tire vers le haut. Et pourtant, on a eu une session lundi légèrement bullish avec une, tu vois, on a ouvert ici, on a fermé là, donc légèrement bullish, qui nous donnait 70% de chance d'avoir des sessions bullish. Pour l'instant, c'est le cas. On est sur des statistiques. Attention au vilain canard qui n'a pas l'air de vouloir arriver aujourd'hui, qui pourrait bien arriver jeudi ou vendredi. Donc en fait, la correction, des statistiques, la journée rouge, intercession. Pareil pour le Nasdaq. On avait un gap qui avait été bouché, qui servait de résistance. Maintenant, il sert de support. On part. Maintenant, ce que tu vas voir sur le Nasdaq, c'est une sortie de Bollinger en journalier et venir attaquer ce gap et le boucher. Il va falloir s'installer au-dessus des 25 950 si on veut avoir une bonne probabilité de poser des bottoms et partir sur la crypto. Excusez-moi. Hop là. Le VIX a râlé pâquerette, pas de risque de crash. Le 440 qui nous fait un pattern de compression entre les MA20, les MA confirmateurs et un ancien top. On arrive dans une zone où clairement le 440 a envie de faire des nouveaux ATH. C'est très très bullish ce que le 440 est en train de nous faire. Le dollar qui réintègre son bottom parabole. Maintenant, ce que tu veux voir sur le dollar pour que ça reste bull, il va falloir s'installer au-dessus des 99,2. Mais là, on a confirmé le croisement 250 jours. C'est une death cross. On a un bottom.
on a une golden cross, pardon. On a un bottom et on est bon pour partir. Donc attention, le dollar est en train de te confirmer en journalier, il a besoin d'un peu plus en hebdomadaire et en mensuel. Il est en train de te confirmer une phase haussière de plusieurs mois. Le pétrole, comme tu peux voir, hein, l'action au Venezuela, c'était bullish pour le pétrole. Qu'est-ce qui se passe? La majorité s'est dit: «Boule, boule, boule», ils ont acheté du Essonne, de toutes les actions là et du coup, on punit la majorité avant de poser un bottom et de repartir à tous les coups, hein. L'objectif là, va être cette année de poser un bottom sur le pétrole et de repartir et la meilleure façon de le faire, il faudrait absolument, que Washington et Moscou fassent la paix, en Ukraine et clairement là, accroche-toi, le pétrole, il va partir fort. Il y aura un bon trade à prendre, mais on va le sentir nous à la pompe, hein. Et l'or qui, tient bien les mâts 20, tient bien les mâts confirmateurs, revient tester proche de la TH. On est dans le ratio de vente de ce mouvement-là journalier qui est tout petit, qu'on pourrait presque compter plutôt en 12 heures d'un point de vue Fibo. Ce que tu veux voir maintenant, c'est une ressortie de Bollinger et une réaccélération à l'extérieur de Bollinger, le même genre qu'on a eu ici, pour continuer un ATH, pour éviter le piège de la réintégration. On l'a fait une fois, on a tenu des bons supports, il ne faut pas falloir le faire trop, c'est-à-dire réintégrer sous les 4350. Si on réintègre trop sous les 4350, on va se prendre une grosse phase baissière de 6 mois, 1 an, voire plus. Parce que l'or, quand elle passe en phase baissière, ça dure longtemps. Parce qu'on est sur un actif qui a plus de 30 000 milliards de market cap. Voilà, je laisse le mot de la fin à Spicy. Ben, grand merci à toi pour toutes ces analyses. Merci à tout le monde de nous avoir suivis en live et de nous avoir aussi posé des questions. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Saga Trading sur Twitter ou sur YouTube pour ne rater aucun live et pour être alerté aussi lors de formations qui sont disponibles ou de tout le contenu que propose Saga Trading. Grand merci à tout le monde. Très bonne soirée et on se retrouve vendredi pour le dernier live de la semaine. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.